à distance. Alors, donc, merci à tous et à toutes d'être présents. À cette présentation sur la stratégie INRAE bas carbone. Et donc, je laisse la parole introductive à Sylvain Labbé, président du Centre Occitanie Montpellier. Est-ce que quelqu'un en visio peut dire si jamais vous entendez Sylvain? Non, on ne l'entend pas. Est-ce que vous entendez? Non, peut-être tu veux peu. Peut-être peut-il prendre ton micro? Allô, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon, oui. Donc, bienvenue. Hein, donc, je ne sais pas si les collègues nous voient en vidéo, ils ne voient que moi. Très bien pour cette animation autour de la stratégie INRAE bas carbone, centrée aujourd'hui sur le bilan des gaz à effet de serre. Hein, donc, je voulais tout d'abord remercier Jean-Luc Descripes qui s'investit depuis 3 ans maintenant avec acharnement et obstination pour l'animation de toute cette communauté développement durable, RSE, et le remercier donc pour l'ensemble des investissements qu'il mène, donc celle qui est faite aujourd'hui ce midi. Donc il y aura une introduction de Philippe Mauguin, ça sera bien mieux que moi, donc voilà, vous allez avoir ça, et puis ensuite une présentation du bilan de gaz à effet de serre d'INRAE et du centre. Donc, ça s'inscrit alors dans la semaine du développement durable, hein, c'est ça? Je ne sais plus dans quelle semaine on est. Non, oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Il y a la QVTT, il y a tout ça. C'est la semaine de l'environnement qui avait lieu le 5 juin, mais ça a été décalé pour le centre de Montpellier. Voilà, ça y est, j'ai raccroché les morceaux. On devait le faire la semaine de l'environnement le 5 juin, mais il y a eu quelques impondérables, et donc on le fait aujourd'hui. Nous sommes très contents de le faire. Donc voilà, je ne vais pas durer plus longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous et je vais laisser Jean-Luc démarrer la session. Merci à tous. Merci Sylvain. Donc effectivement, une présentation sur la stratégie bas carbone INRAE avec en premier temps donc un message introductif de Philippe Mauguin. Je vous présenterai le bilan des émissions de gaz à effet de serre 2023 d'INRAE. Une comparaison entre le précédent. Et puis on essaiera de rentrer dans le zen, vous verrez, et puis une calendrier de la démarche, et puis la façon de contribuer à la stratégie bas carbone pour INRAE. Alors d'abord, un message introductif de Philippe Mauguin. Chers et chers collègues, j'ai souhaité aujourd'hui vous adresser ce message à l'occasion d'une étape importante de la construction de la trajectoire bas carbone d'INRAE. Le 5 juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement. Et à cette occasion, sur l'ensemble des centres de l'Institut, des ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques, la décarbonation des territoires sont organisés. Ces journées, c'est l'opportunité pour chacune et chacun d'entre vous de contribuer à la démarche novatrice et ambitieuse que nous lançons, la démarche qu'on appelle INRAE bas carbone. Alors, INRAE a décidé, notre institut, de mobiliser la méthode ACT, pas à pas, qui a été conçue par l'ADEME pour construire une démarche bas carbone. Elle permet de favoriser un dispositif ouvert et participatif pour définir les enjeux, identifier les leviers qui vont nous concerner dans notre activité de recherche et d'appui, et aussi de co-construire les pistes d'action qui vont permettre ensuite la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie que nous aurons réalisée auparavant. Cette démarche s'inscrit dans la continuité d'actions déjà engagées à tous les niveaux de l'Institut. Vous savez, on a des unités qui sont engagées dans le système de management environnemental, SME, de façon très dynamique. On a aussi engagé des plans de maîtrise de l'énergie et PME, ou plus récemment des plans de mobilité qui ont été finalisés dans un grand nombre de sites. Je tiens à saluer aussi des unités qui se sont engagées dans le collectif Labo 1.5, qui peut aussi contribuer à réduire l'empreinte carbone de la recherche nationale. L'Institut a déjà prouvé sa capacité d'action et sa force de proposition. Souvenons-nous, à la fin de l'année dernière, dans un contexte d'inflation sur l'énergie, mais de mobilisation aussi dans le cadre du camp RSE, nous avons décidé de contribuer à l'objectif
fixés nationalement, d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire nos consommations d'énergie. Le tout récent bilan carbone 2023 qui est disponible va vous renseigner sur les postes d'émission de gaz à effet de serre produits par toutes nos activités. Je vous invite à prendre connaissance du bilan actualisé durant les ateliers, à partager vos réactions, que ce soit des étonnements, des inquiétudes, voire des opportunités à saisir, en contribuant à la discussion et aux discussions organisées dans le site. Les réflexions se poursuivront dans le cadre d'ateliers participatifs qui vont porter sur les émissions générées par nos activités et sur finalement la contribution qu'on pourra apporter à la trajectoire carbone nationale. L'ensemble de ces contributions nous permettront d'aboutir à une vision partagée et ambitieuse d'un institut bas carbone à l'horizon 2050, avec des scénarios de transition clairement définis et de base. Il est important que nous soyons dans nos recherches actifs sur l'atténuation, la lutte contre le dérèglement climatique, qui est évidemment important que dans nos pratiques au quotidien, dans nos pratiques de la recherche et de la pluie, nous soyons aussi ambitieux que nous sommes dans nos recherches. Alors je compte sur vous pour vous mobiliser dans cette démarche, comme vous pouvez compter sur ma volonté et la volonté de la direction et l'année entière, afin de réduire durablement l'empreinte environnementale du travail. Et donc, dans cette perspective, je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes activités de débat et de propositions. Voilà, donc c'était un message du PDG Philippe Mauguin qui s'adresse à nous. Et effectivement, il y a une durée dans le temps sur la comptabilisation des gaz à effet de serre, puisque le premier bilan carbone du CEMAGREF date de 2008. Et même, j'ai des données sur le centre de Montpellier qui était novateur, puisque le bilan carbone du CEMAGREF, le premier bilan carbone du CEMAGREF date de 2004. Et donc, voilà, près de 20 ans en fait, que nous avons des données qui ont été faites en parallèle pour les deux établissements, avec en 2013 et 2014 pour INRA et IRSTEA, puis en 2019, le premier BGS d'INRAE qui a été fait sur les périmètres d'INRA et d'IRSTEA. Et puis en 2020, le plan, la mobilisation d'INRAE pour faire INRAE 2030 et faire la RSE comme une des politiques de l'établissement. Le plan d'action RSE qui a été mis en œuvre, qui a été défini en 2022. Et puis donc, nous voilà en 2023 avec la définition de la stratégie bas carbone. Alors, tous les établissements publics doivent comptabiliser leurs gaz à effet de serre suivant une méthode que propose l'ADEME. Et donc, nous l'avons fait en 2020 sur les données de 2019. Et donc, là, je vais vous présenter les données de 2022 qui sont présentées en 2023. Et donc, en premier élément, c'est qu'on peut dire qu'il y a eu une diminution de un peu plus de 9% des émissions entre 2020 et 2023. Donc, ça montre bien l'importance que l'on a apportée à ces éléments-là, et notamment avec la réduction de la partie consommation de gaz. Donc, le BGS, il se présente sous cette forme-là. Donc, c'est les différentes activités avec leur pourcentage. Donc, en gros, il y a à peu près 132 000 tonnes de CO2 émis par nos activités de recherche. Ce qu'on peut dire, c'est que pour ce deuxième bilan des émissions de gaz à effet de serre pour INRAE, il est plus précis parce que du coup, on est allé un peu plus loin dans les données, en particulier avec la partie achats et déchets qui a été prise en compte. Et il est plus complet également parce que des données de tous les centres sont prises en compte. Donc, on peut, comme je vous l'indiquais, à périmètre égal, il y a donc un peu moins de 10% de réduction entre 2020 et 2023. Et puis, bon, voilà les différents éléments, mais je vous propose qu'on aille un peu plus précisément dans le détail de ces activités. Alors, je précise aussi que dans la salle, il y a deux personnes qui sont importantes au niveau du bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est Isabelle Bonin et Frédéric Huard. Et Frédéric Huard est la personne au niveau national qui a comptabilisé ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, je parle sous votre contrôle et n'hésitez pas à compléter et à préciser quand vous avez des éléments à apporter.
Donc, voici le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, une nouveauté cette année, c'est qu'on a inclus la partie achat déchets dans ce bilan. Et donc, on peut dire que les activités scientifiques représentent en gros un quart des émissions de gaz à effet de serre et les activités agricoles également un autre quart. Donc, en gros, la spécificité de notre établissement, hein, à travers la science agricole, donc ça représente à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par notre institut. Après, le quotidien, c'est les trajets de domicile-travail, c'est les déchets qu'on génère au quotidien dans nos activités. Donc pour à peu près un cinquième, hein. L'énergie, donc celle qui nous permet à chauffer nos bâtiments, puis les missions qui nous permettent de nous déplacer, le numérique, et puis après, nous sommes dans des bâtiments qui forcément émettent des émissions, des gaz à effet de serre pour pouvoir fonctionner. Donc au total, ça représente à peu près 132 000 tonnes d'équivalent CO2 pour ce qui représente à peu près un peu moins de 12 tonnes équivalent CO2 par équivalent temps plein. Donc voilà. Alors après, c'est une particularité, c'est le périmètre, c'est-à-dire ce qui a été pris en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la légende, c'est que ce qui n'est pas entouré a été pris en compte entièrement. Ce qui est entouré en rouge a été pris en compte partiellement et ce qui est entouré en rouge en trait plein n'a pas été pris en compte. Donc, une partie du matériel scientifique a été pris en compte, une partie de la biomasse et des sols, une partie des achats et des activités louées. Mais ce qui n'a pas été pris en compte, c'est les filiales, la revente de matériel et la revente des résultats de recherche, ainsi que le transport amont. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être faire évoluer au cours du temps et dans les prochains bilans des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu tous les 3 ans. Alors après, il y a un certain nombre de précisions qui sont portées par chacun des postes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra y rentrer si vous le souhaitez. Pour celles et ceux qui sont en présentiel, l'ensemble des diapos sont imprimés, vous les avez à disposition. Pour celles et ceux qui sont en visio, vous pouvez retrouver ces diapos et ces éléments sur l'intranet du centre, à la page INRAE bas carbone, et vous pouvez regarder avec plus de précision, mais pour la fluidité de la présentation, je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là. On pourrait y rentrer si vous avez des questions, bien évidemment, un peu plus en détail. Donc voilà, les différentes activités, hein, l'activité agricole au quotidien, la partie énergie, la partie mission, la partie numérique et foncier bâti sont détaillées. Et voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se focalise un peu plus sur ce qui a changé par rapport à entre 2020 et 2023. Et donc, ce graphique présente donc les variations qui sont marquées en pourcentage. Alors, j'essaie de retrouver ma souris, je ne la vois pas. Oui, voilà, elle est là. Donc ici, c'est les pourcentages de variation entre 2020 et 2023. Et la valeur qui est marquée sur l'axe des ordonnées, c'est la donnée en milliers de tonnes équivalent CO2 de réduction. Donc, on peut voir qu'il y a une grosse variation et une grosse diminution du gaz naturel qui a diminué de 26%, entraînant une réduction de près de 3500 tonnes d'équivalent CO2. Le deuxième poste qui a fortement réduit, c'est les véhicules thermiques. Et donc là, on peut expliquer cette diminution par la modification du parc du parc auto que les agents possèdent, puisque on sait que les véhicules électriques sont de plus en plus présents dans la flotte. On peut également aussi parler de l'augmentation du télétravail et puis aussi d'un report modal vers des modes de déplacement domicile-travail moins carbonés. On peut voir en parallèle une augmentation des émissions liées aux véhicules hybrides, puisque du coup, c'est un transfert entre les véhicules thermiques et les véhicules hybrides qui a été fait.
On peut voir également aussi une diminution du matériel scientifique. Alors, je suis désolé, je me rends compte que la valeur est cachée par une légende. Voilà, ce sont les 3 postes qui a diminué principalement en réduction. Et puis, ce qui a un peu augmenté de manière significative en pourcentage, mais malgré tout assez réduite en émissions de gaz à effet de serre, c'est l'épandage d'azote. C'est l'augmentation des postes informatiques, probablement liés au télétravail et qui, du coup, a nécessité l'achat de postes informatiques supplémentaires. Et puis, les véhicules hybrides, comme je le disais. Donc, un des enjeux, c'est d'aller vers une neutralité carbone en 2050. Et donc, l'objectif zéro émission nette en 2050, c'est un objectif français. C'est-à-dire que l'État français s'est aussi donné comme objectif d'avoir zéro émission nette en 2050. Et donc, à travers ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est décrite ici. Donc, c'est le total des émissions. Le total des émissions en millions de tonnes équivalent CO2 qui sont décrits. Donc, un budget pour des périodes de 3 ans ou 4 suivant. Et donc, un budget d'émissions de gaz à effet de serre qui réduit au fur et à mesure, avec au contraire une partie absorption par des puits, comme sont les forêts et les prairies, qui va augmenter au fur et à mesure que le temps avance. Donc, la première stratégie nationale bas carbone a lieu de 2015 à 2018. Et puis, le Haut Conseil pour le climat, qui suit cette politique, indiquait que le premier budget n'a pas été respecté puisque les transports et bâtiments n'ont pas réduit leurs émissions de gaz à effet de serre suffisamment pour pouvoir rentrer dans le budget carbone de la stratégie nationale bas carbone. La deuxième stratégie nationale bas carbone sur la période 2019-2023, c'est en cours. On sait que les objectifs ont été tenus en particulier pour l'année 2020, qui est une année particulière liée à la crise du Covid, où les émissions ont durablement baissé. Les informations que j'ai, moi, pour 2021 font état d'un dépassement de l'ordre de 5% des émissions, du budget carbone par rapport à ce qu'on s'est prévu. Donc, ce qui est indiqué, c'est que les plus gros efforts restent à venir. Et donc, actuellement, il y a une réflexion pour avoir la stratégie nationale bas carbone numéro 3 pour la période 2024-2028. Et donc, INRAE également s'engage dans une stratégie nationale bas carbone, INRAE bas carbone, et avec toute une démarche qui est décrite dans ce calendrier. Et donc, nous en sommes ici au mois de mai-juin avec le bilan des émissions de gaz à effet de serre que je viens vous présenter. Il va y avoir un diagnostic de la façon dont ces émissions sont faites, qui est en train d'être fait. Et puis, un partage de la vision qui va se faire, notamment à travers des ateliers qui vont avoir lieu la semaine prochaine avec une centaine de participants. Et il y aura 4 participants du centre qui ont été tirés au sort, dont un est présent dans la salle. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont présentes en visio, qui donc vont contribuer à faire émerger des idées pour avoir cette vision INRAE bas carbone, qui ensuite sera validée par un certain nombre d'instances en interne, puisqu'il y a le comité social d'administration qui validera ça, où seront représentés les représentants du personnel, mais aussi les parties prenantes d'INRAE. Cette vision ensuite va se traduire par un scénario et un plan d'action. Ce plan d'action sera discuté en 2024, au mois de janvier probablement, avec un autre atelier qui sera participatif. Et il est prévu, comme vous le voyez, une votation citoyenne pour l'ensemble des agents INRAE qui, du coup, définiront et seront impliqués en acceptant ou non cette stratégie bas carbone, qui ensuite sera, du coup, validée par un certain nombre d'instances, dont le conseil d'administration, qui sera saisi à 2 reprises. Et à partir donc du mois de mars 2024, la stratégie et le plan d'action INRAE bas carbone seront ainsi définis.
Voilà, et donc pour cela, vous êtes conviés à participer à une plateforme de contribution et donc donner vos idées et vos avis. Vous avez jusqu'au 30 juin à 12 heures pour pouvoir participer à cette plateforme de contribution. Donc, vous avez, pour celles et ceux qui sont en présentiel, le QR code, mais vous pouvez également le retrouver à travers les liens qui sont définis sur l'intranet. Donc, c'est une plateforme Zoom. Alors, je vais essayer de vous la présenter. Elle est, hop, elle est comme ceci. Voici. C'est donc une plateforme Klaxoon. Je sais pas, je me suis peut-être trompé. C'est Klaxoon, hein, la plateforme, qui donc est organisée. Ah, ok, d'accord. Oui, je comprends. Il y a un souci technique. Alors, excusez-moi. Le partage d'écran, je vais arrêter le partage comme ça. Le partage d'écran, il est là. Voilà. Est-ce que ceux qui sont en distanciel arrivent à voir? C'est bon? OK. Donc, une plateforme Klaxoon qui est définie à travers, alors, je vais dézoomer un peu, c'est donc en fait des post-it que l'on peut mettre en cliquant sur une nouvelle idée. Vous êtes donc amené à poser vos idées. Donc, ce qu'il est conseillé, c'est que les idées commencent par des verbes d'action, que sont créer, augmenter, réduire ou arrêter. Ces post-it ont différentes couleurs qui vont dépendre en fait des postes que nous avons évoqués tout à l'heure. Donc, le matériel scientifique, hein, qui est le plus gros poste, les activités agricoles, le quotidien, l'énergie, l'émission, le numérique, les infrastructures foncières et bâties. Et donc, vous avez la possibilité de choisir la couleur, j'ai du mal, suivant la nature de l'idée qui s'agit. De toute façon, en survolant, hein, vous avez l'indication de la nature que vous pouvez décrire. Alors, je vais essayer de dézoomer. Ah non, pas celle-là. Ah, je suis désolé. Non, c'est pas bon. Ok, mais je n'arrive pas à avoir le post-it en entier. Non, bon, ok. Vous avez là en bas de ce post-it, la possibilité de mettre les activités positives pour autres que pour les gaz à effet de serre et les impacts, pardon, positifs autres pour les gaz à effet de serre et les impacts négatifs autres que pour les gaz à effet de serre que votre idée pourrait générer. Et puis, vous avez également la possibilité de définir la date et l'échéance à laquelle cette idée pourrait être mise en œuvre. Donc voici, il y a déjà une cinquantaine d'idées, hein, qui sont mises en œuvre. Vous avez sur le côté un mode d'emploi, hein, qui permet de bien comprendre la façon dont vous pouvez écrire votre idée. Donc, hein, choisissez la catégorie donc avec les différentes couleurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Vous pouvez décrire donc ici en bas les impacts positifs et négatifs. Et puis ensuite, en appuyant sur la flèche verte, là, vous pouvez mettre votre post-it et du coup le positionner à l'endroit où il est le plus adéquat. Ce que je vous conseille, c'est d'être le plus spécifique, puisque voilà, par exemple, il y a des choses qui sont très, très générales. Et donc, moi, je vous encourage à être beaucoup plus spécifique. Par exemple, il est marqué inciter, faciliter les longs trajets en train ou limiter les déplacements d'avion. Soyez plus spécifique dans la façon dont vous décrivez votre action, ça aura plus de chances d'être pris en compte. Voilà, eh bien, je crois que j'ai fini ma présentation et est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Merci pour votre attention. J'arrête le partage d'écran. Merci. Alors, pour que tout le monde puisse en bénéficier, il faut parler dans le micro de façon à ce que les personnes qui sont en distanciel puissent entendre votre question.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter aussi, s'il vous plaît? Patrice Loisel. Ah oui, ok. Bonjour. Ma question, c'est concernant les productions agricoles. Comment elles sont comptabilisées? Parce qu'il y a pas mal de contributions agricoles qui génèrent de la production, qui éventuellement est consommée. Et en fait, faudrait peut-être la retirer. Enfin, dans ce cas-là, il faudrait peut-être la retirer. Est-ce que les retirer ou pas? Alors, la production agricole, peut-être, Frédéric, si prends le micro, prends le micro. Non, on essaie effectivement d'avoir un maximum, enfin, de minimiser les doubles comptes que l'on pourrait avoir. Donc, dans les activités agricoles, on ne comptabilise pas réellement ce qui est voilà, les émissions liées aux cultures. Donc, on va comptabiliser, par exemple, les apports d'engrais, enfin, tous les fertilisants, les amendements, les choses comme ça. Tout ce qui est lié à l'utilisation des cultures, enfin, de la culture en elle-même, elle n'est pas, c'est pas intégré en elle-même. Donc, c'est un minime, hein, les émissions d'une culture. Par contre, tout ce qui est environnant et qui sert à la culture, aux activités agricoles, sont prises en compte. Et du coup, effectivement, on prend quand même en compte de façon différenciée. Par exemple, lorsque on a du fumier ou du lisier, selon qu'il soit épandu sur nos sites ou en dehors ou à des méthaniseurs, il est pris en compte de façon différenciée. Donc, il n'a pas le même impact s'il est épandu ou s'il va dans un méthaniseur. Donc, tout un système de mécanique comme ça pour un certain nombre d'activités, qu'on ne prenne pas on ne fasse pas des doubles comptes et qu'on soit au plus près d'une analyse du cycle de vie du produit qu'on analyse et sur lequel on estime les émissions. Vous avez Peggy en ligne qui a une question, qui a levé la main. Peggy, tu veux t'exprimer? Oui. Nous t'entendons. Vas-y. Bonjour à tous. J'ai deux questions. D'abord, je voulais savoir l'impact de la restauration, c'est un impact monétaire ou vraiment ce qui a été consommé a été pris en considération? Alors, je continue. Donc, on a estimé le nombre de repas en restauration collective qui ont été pris, c'est le poste principal, voilà. Et on a fait donc une estimation d'une empreinte carbone moyenne d'un repas type pris à la cantine, voilà, en restauration collective. Donc, c'est pas sur la base d'un ratio monétaire, c'est sur la base vraiment nombre de repas qui ont été comptabilisés, enfin, qui ont été pris en restauration collective dans tous les centres INRA, et on a pris voilà, une empreinte moyenne d'un repas et on a multiplié par le nombre de repas pris durant l'année 2022. D'accord. Et ma deuxième question, c'est sur la plateforme Klaxon. C'est national ou c'est une plateforme du centre? Alors, en fait, c'est le mode de collecte d'informations est commun à l'ensemble des centres et chaque centre a sa plateforme. D'accord. Donc, remarqué, ça vient du centre de Montpellier. Ce que vous voyez, effectivement, toutes les idées sont uniquement celles faites par les agents INRAE, enfin, de Montpellier, je veux dire. Enfin, agents INRAE ou autres, enfin, c'est pas spécifique à INRAE, mais c'est en tout cas que le centre de Montpellier. D'accord. Et une dernière question, matériel et services scientifiques, du coup, ça prend en compte tous les achats, ça inclut les consommables ou c'est vraiment ciblé immobilisation supérieure à un certain prix? Alors, attendez, excuse-moi, je vais… donc, le matériel scientifique, peut-être Frédéric. Enfin, il y a, du coup, pour moi, il y a les deux. Hein. Il y a le matériel scientifique qui est amorti et il y a les achats qui sont faits en flux financier. Voilà, oui, il y a effectivement tout ce qui est immobilisation et achat courant de l'année qui n'est pas amorti sur plus de différentes années, plus encore des prestations de services qui sont liées au matériel scientifique. D'accord, merci. Savoir que Peggy sera présente lundi à l'atelier avec Monsieur Loisel, avec Philippe également. Et puis, il y aura Nathalie Garetta, je crois, qui est en ligne. Voilà. Jean-Marc qui voudrait intervenir, mais par contre, je pense que ton écran n'est toujours pas arrêté. Arrête ton partage d'écran.
Oui, mais je voulais le partager justement. Non, Pour non, parce que là, tu vois, on a encore Oui, ton schéma. c'était fait exprès, oui. Mais après, alors je peux le mettre là. Alors, du coup, Raphaël, tu as une question? Alors, Raphaël, ton micro est arrêté. En Ton effet, micro est merci. coupé. Bonjour. C'est bon là? Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'avais une petite question essentiellement sur en effet, cette question de répartition et après sur l'affichage. Du coup, ma question, c'est est-ce que tout le bilan de gaz à effet de serre là, de l'INRAE, est-ce qu'il est pris en compte dans les 1,4 tonnes ou je ne sais plus combien qui sont comptés pour tout le service administratif et tout ce que fait enfin, voilà, comment dire, tout ce qui profite à chacun du gouvernement, des services publics et tout ça. Est-ce que la recherche est prise en compte là-dedans, du coup? J'ai pas très bien saisi ta question, Ok, excuse-moi. je répète, en effet, ce n'est pas très clair. Dans les bilans carbone personnels, il y a les 1,4 tonnes de l'administration. Ma question, c'est est-ce que dans ces 1,4 tonnes, il y a le bilan de gaz à effet de serre de l'INRAE? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, hein. Donc, Oui, si j'ai bien compris, quand tu fais ton bilan de gaz à effet personnel, est pris en compte dedans, en fait, ce qui est dû au service public que tu utilises, toi, en tant que particulier. Et dedans, je pense que, par exemple, on fait partie du service public. Donc, effectivement, INRAE doit contribuer d'une certaine façon à cette part de service public. Via peut-être, je ne sais pas comment c'est calculé, hein, via le fait qu'on met notre bilan carbone sur l'ADEME et qu'il est public. Je ne sais pas si je réponds à ta question. si, tout Et à fait. après, le bilan. Voilà. OK. Du coup, Alors, excuse-moi, je peux compléter. Ce que je sais, c'est que chaque année, il y a des enquêtes sectaines qui sont demandées, c'est-à-dire qu'on demande au secteur public de déclarer leur consommation énergétique et que j'imagine que ça doit être comptabilisé dans la part des. Voilà, après, je ne sais pas la partie, la spécificité des émissions liées à notre activité de recherche agricole. Je ne sais pas comment c'est pris en Je ne compte. sais pas effectivement le calcul qu'il y a derrière pour arriver à voilà, ces fameuses parts de service public et comment INRAE. En fin de compte, c'est des ratios en fonction, on connaît le nombre de fonctionnaires, donc on se base sur voilà, les personnels donc, de la fonction publique ou assimilés, et puis il y a des ratios en fonction des activités sur lesquelles on est, quoi. On ne fait pas une somme ou une agglomération des différents BGS parce qu'on n'aurait qu'une vue très partielle, mais c'est quelque chose de vraiment de très macro dès lors qu'on s'adresse à cette échelle-là. Donc, c'est des ratios en fonction du personnel de la fonction publique, en fonction de leur activité, voilà, pour leur donner un poids carbone associé. Alors, j'ai pas du tout compris la dernière réponse, parce que du coup, pour moi, il fallait prendre le bilan de gaz à effet de serre de l'INRAE et le diviser par le nombre d'habitants, par le nombre de Français. Du coup, je comprends pas cette histoire de ratio de fonctionnaires et tout. Parce que tous les établissements n'ont pas fait leur bilan carbone. Donc, D'accord, mais à partir du moment où un établissement l'a fait, comme l'INRA l'a fait là, on est d'accord qu'on peut prendre le bilan carbone de l'INRA et le diviser par le nombre de citoyens. oui, mais enfin là, tu aurais 0,000 quelque chose, tu vois, et ça Ah oui, mais c'est important. Oui, mais sauf qu'au regard de tout ce qui n'a pas été pris en compte, voilà, comment tu peux comptabiliser ce qui n'a pas été pris en compte? Donc, tu passes par C'est d'autres pas ce que moyens. je voulais dire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est qu'à partir du moment où un établissement avait fait son bilan de gaz à effet de serre, il fallait prendre ce chiffre-là. Mais bien sûr, prendre en compte les autres. Je voulais pas me restreindre du tout à ce qu'il avait déjà fait. OK. Du coup, en fait, parce que ce chiffre de 12 tonnes, alors qu'il était à 11 tonnes il me semble, sur la communication générale, ou 11,2, mais en fait, il a été assez mal pris par une certaine partie des agents. Et je me pose des questions sur la communication, en effet, parce qu'en fait, je me demande si ça a un sens de faire le bilan de gaz à effet de serre, de le présenter par tête de personnes à l'INRA, sachant que moi, je le présenterais déjà plus par labo, sachant que toutes les démarches qu'on va faire, c'est des démarches collectives de réduction et que c'est pas du tout autant un citoyen a un impact. Clairement, je pense que cette vision-là, elle n'est pas forcément hyper juste à l'INRA, en fait. Mais voilà. Du coup, je me posais la question là-dessus. Est-ce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont assez mal réagi à cette présentation par tête.
Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une présentation un peu autre de ces chiffres? Donc, par rapport à ça, en fait, c'est ce que classiquement on fait. En fait, on fait par rapport à une durée moyenne d'activité professionnelle, le temps de l'année où est mesuré, en fait, où sont mesurées les émissions des activités des gens en présence, en fait. C'est assez classique et ça vaut ce que ça vaut, hein, effectivement. Hein. Oui, juste pour compléter, c'est un indicateur parmi tant d'autres qui permet de comparer l'impact carbone d'un établissement par rapport à un autre, d'une structure par rapport à une autre. Il faut le voir comme un indicateur comme un autre. Hein. Et encore, les comparaisons se font sur des périmètres constants. Hein, et souvent, ça ne se fait pas sur des périmètres constants, justement. Mais ce qui peut être sous-tendu derrière cette question, c'est de savoir la façon dont cette comptabilisation-là peut être traduite. Sylvain en parlait tout à l'heure à l'échelle du centre ou à l'échelle d'unité. Comment ça se répartit? Et donc, Alors, en fait, on ne le traduit pas à l'échelle du centre ou à l'échelle de l'unité. C'est une moyenne, effectivement. Alors, il y a une variance derrière qu'on a calculée. Mais le but du bilan réglementaire, il est vraiment de le faire à l'échelle de l'établissement. On est obligé par la loi de faire ça. Et effectivement, c'est une moyenne. et comme on a par Bien sûr. exemple des numéros SIRET qui sont affiliés à chacun des centres, on pourrait imaginer qu'il y ait un BGS par centre qui, comptabilisé au total, ferait le BGS de l'ensemble de l'Institut. Je pencherais en fait sur la justification de la moyenne. Tout simplement, par exemple, moi je suis dans une unité de maths appliquées, informatique. Le bilan carbone, on consomme très peu. N'empêche que les données sur lesquelles on travaille ont été générées par d'autres labos et on peut inciter, je veux dire, on a un poids dans la décision de faire des manips supplémentaires ou pas, par exemple. Donc, en fait, c'est un petit peu normal qu'on intègre à notre bilan carbone ce qui est fait sur les parcelles. Quand c'est des parcelles ou quand c'est en animal. Donc, en fait, le moyen, il faut pas le moyen, je pense que c'est intéressant parce que ça donne une idée de l'impact de l'Institut et il ne faut pas le focaliser sur son cas personnel. Merci. Une question. Juste pour compléter, je dirais que toute action de réduction qui se fait à l'échelle d'une unité, d'un centre, peu importe, ça va contribuer globalement. Il y aura un effet d'emballement à diminuer de toute façon ces émissions de gaz qu'on voit à l'échelle nationale. Oui, juste pour finir, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. C'est juste que autant, je trouve que d'un point de vue personnel, dans notre vie de tous les jours, c'est normal que l'échelle, ce soit l'individu et la famille. Je trouve que l'échelle de raisonnement au niveau de l'INRA, ça va être les labos. Et du coup, moi, j'aurais plutôt tendance à afficher ça au niveau du labo parce qu'on sait très bien, et moi, je le vois très bien dans mon labo, qu'en fait, la réaction des gens, la première réaction des gens, c'est ah, mais dans les labos, c'est hétérogène. Et du coup, cette hétérogénéité, elle est à prendre en compte. Et du coup, je pense qu'une communication générale par labo, sans pointer chaque personne, a plus de sens. Mais en effet, c'était juste la remarque. Oui, il y a quelqu'un Denis, qui demande si la stratégie bas carbone aura des objectifs intermédiaires datés et chiffrés. Oui, tout à fait. Ouais, c'est le but de la stratégie. D'arriver à la fin de l'année, donc avoir un plan d'action opérationnel avec des actions effectivement chiffrées et indiquées dans le calendrier et qui seront mises en place dans les 2 à 3 ans de façon opérationnelle. Il y aura 2 à 3 ans pour voilà, au moins se déployer. Ok. Y a-t-il d'autres interventions à Peggy? Je t'en prie. Oui. Virginie, pardon. Oui. Vas-y, Peggy. Je voulais savoir si la stratégie bas carbone sera accompagnée d'un budget pour la mettre en place et qui sera dédié aux unités.
Il y aura un budget, effectivement, qui accompagnera la mise en place de ces actions. Et elles découleront, je pense, via les centres et les unités. J'ai pas entendu, en fait. Ah, pardon. Je disais qu'il y aura effectivement un budget dédié à ce plan d'action opérationnel et qu'il percolera dans les centres et les unités. Tu as entendu, Peggy? Non, j'ai pas entendu. Ah, ok, parce que le micro est en limite de. Il faut changer les piles. Donc, ce que disait Isabelle Bonin, c'est qu'il y aura un budget qui sera dédié, qui percolera par les centres pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Parce qu'il y a. Tu as entendu là? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des actions, qui vont faire que ça va coûter plus cher. Par exemple, si on décide de prendre plus le train par rapport à mutualiser des voitures, ça va demander un coût supplémentaire, ou il y aura d'autres choses, d'autres alternatives qui demanderont un coût. Et ce coût, il sera pris en charge. On se pose la question, qui prendra en charge ce coût-là? On vient de changer les piles. Merci d'ailleurs à l'équipe technique, Nina et Françoise, de m'assister dans cet événement. Donc voilà. Alors Virginie, tu avais une question. Deux questions en fait. Alors la première, c'est par rapport au BGS. Si je me souviens bien, dans le BGS de 2019, sur la question du matériel scientifique, il y avait des barres d'erreur qui étaient assez importantes. Je voudrais savoir ce qu'il en est sur le BGS 2023 et si les facteurs d'émission sont des facteurs d'émission physiques, monétaires ou financiers dans cette catégorie-là. Donc, effectivement, sur le matériel scientifique, c'était appréhendé par des ratios monétaires, donc tout ce qui était investissement. Donc, c'était l'investissement des 10 dernières années dans les postes d'immobilisation liés au matériel scientifique. Donc, c'est de l'incertitude. On a une incertitude que, dès lors qu'on utilise des ratios monétaires de 80%, aussi bien sur la donnée que sur le secteur d'émission. Donc, on a conservé ce même mode de calcul entre 2023 et 2022. Donc, on a le même type d'incertitude. J'avais une deuxième question très différente. Donc, dans le klaxon, on voit que nos idées sont attendues sur les pratiques de recherche, si je comprends bien, principalement. Et je voudrais savoir si cette stratégie INRAE Carbone va aussi avoir des implications ou va mener à des réflexions sur les orientations de recherche et en corrélation des incitations via l'évaluation ou le financement des recherches. Alors, je vais pas répondre à ce stade-là, mais c'est possible qu'on aille vers effectivement des conseils, des préconisations sur un certain nombre de projets, de questionnements de recherche, sachant qu'au niveau du ministère de la Recherche, il y a en ce moment donc le haut commissaire au développement durable, qui est donc Michel Eddy, met en place toute une phase de réflexion interétablissement sur ces questions-là, aussi en lien avec l'ANR, avec les financeurs. Donc, il y a des éléments de réflexion en ce moment qui sont en train d'être lancés autour de ça. Et en termes, il me semble que la HCERS aussi s'est positionnée sur ce sujet, me semble-t-il. Oui, la HCERS, mais c'est une autorité indépendante, mais effectivement, il y a aussi des réflexions de leur côté là-dessus, en lien avec le ministère. Et du coup, notamment lors de l'évaluation des laboratoires et des établissements, en prenant en compte justement cette réflexion de comptabilisation de gaz à effet de serre et de manière plus large. L'impact vraiment carbone, effectivement, des activités, des projets, le fait aussi d'avoir des actions collectives pour limiter les impacts dans des actions collectives des chercheurs, des métiers de la recherche aussi. Il y a encore une question sur le forum de Myriam Douza. Myriam, oui. Tu veux bien prendre la parole? Non, je vais lire alors ta question, peut-être, à moins que tu veuilles la poser. Je peux la dire en direct. Vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais savoir
J'ai pu comprendre dans les différentes réunions que les installations expérimentales, notamment quand on fait faire des évolutions, par exemple en passage au LED ou autre, ne rentraient pas dans les plans de résilience. Et je voulais savoir s'il y avait un espoir que ça puisse rentrer ou pas. Je saisis pas très bien ta question. Je veux dire, quel plan de résilience tu parles, Myriam? Il y a eu plusieurs plans de résilience au niveau du centre, par exemple. Un, deux. Et j'ai pu comprendre que les évolutions des installations expérimentales ne sont pas dans ces plans de résilience. Alors, Notamment les plans, des subventions, justement, pour avoir des aides pour modifier les installations expérimentales. alors, les plans de résilience que tu évoques, pour moi, ce sont des appels à projets portés par l'État auxquels nous, en tant qu'institut, pouvons répondre. Hein. C'est bien de ça dont tu parles, hein, c'est ça? Oui. Et moi, je n'ai pas compris que les installations expérimentales étaient exclues de cet appel à projet. Éventuellement, alors, il me semble qu'on a répondu sur certaines. Bon, on n'a pas eu la chance d'avoir eu un résultat positif, des réponses positives, mais malgré tout, on a pu répondre. Il me semble qu'on a fait pour les installations du CBGP. Ce qu'il y a, c'est qu'un des critères qui est choisi pour valoriser ou qui est pour sélectionner ces projets, c'est l'intensité d'économie d'énergie qui est faite et en particulier l'intensité d'énergie fossile. Donc, on avait fait un dépôt avec le CBGP sur du relamping de serre et là, on gagne de l'électricité qui est faiblement émettrice et donc, du coup, les projets étaient mal classés, mais malgré tout, on a pu déposer les projets. Donc, les installations… Voilà, les installations expérimentales, pour moi, sont incluses dans ces plans de résilience. Ok, alors j'avais pas bien compris. Voilà, tu es en tout cas incité à pouvoir faire… Le CBGP était une exception parce que justement, il restait un financement et qu'ils avaient été pêchés dans ces… Je sais pas, quelqu'un dans la pièce a des éléments à apporter là-dessus? Non, bon, il semblerait que… en tout cas, moi, j'ai pu voir les installations. On a fait déposer des projets pour Alenia. On a déposé des projets pour CBGP, donc. D'accord, très bien. Voilà. OK. Raphaël, tu levais la main? Oui, moi j'avais une petite question pour la suite, justement des questions par rapport à la recherche, à l'évaluation des projets et potentiellement à l'évaluation des labos. Je pense qu'il y a un aspect qui ressort aussi pas mal de toutes les discussions qu'on a eues au CBGP, notamment sur sur les évolutions des pratiques dans la recherche, c'est qu'il y en a pas mal, notamment les plus jeunes, mais pas que, qui se demandent comment on peut faire évoluer nos pratiques de la recherche de manière forte sans être pénalisé lors des évaluations quand on est dans un contexte de compétitivité à outrance et d'utilisation des outils bibliométriques. Et un exemple classique, c'est par exemple réutiliser des données. C'est très très bon pour la planète, c'est très bon scientifiquement, mais c'est pas sexy et ça permet de moins bien publier. Du coup, est-ce qu'il y a une réflexion à l'INRA de ce point de vue-là sur essayer de changer un peu les évaluations de la recherche? C'est une grosse question, mais en fait, dans la méthode acte pas à pas, en tout cas, il y a des éléments de réflexion à donner autour de ça. On questionne aussi ça, en fait. Donc, voilà, ça sera questionné du coup aussi par les participants, les contributions qu'il y aura. Et au niveau de la direction générale, il y a des réflexions. Mais on n'est pas tout seul dans le monde de la recherche. Il n'y a pas qu'INRAE non plus. Donc, voilà. Ça fait le lien avec ce que je disais sur le ministère de la Recherche qui est en ce moment vraiment en train de lancer des choses sur tout un tas de réflexions autour des impacts climat-carbone, voire biodiversité de la recherche.
Ok, très bien. Je pense que si vous avez l'occasion de faire passer le message, c'est important parce que ça ressort énormément de mon point de vue. On en est déjà un peu marre de nos évaluations et de cette tendance. Et du coup, je pense que ça passera pas du tout s'il y a un changement de ce côté-là. Je suis conscient que c'est pas votre. Voilà, merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on peut clore le débat, enfin, si encore voilà, une ou deux questions, et puis on va arriver au terme de cette discussion. OK, eh bien, merci à tous et à toutes pour votre contribution, vos interrogations. Et puis, ben, je souhaite aux 4 représentants, enfin, ce n'est pas les représentants, mais aux 4 personnes du centre qui seront lundi prochain à Paris pour participer à l'atelier que va animer la DRSE. Ben, je vous souhaite un bel atelier bien pétillant d'idées et voilà, et puis on en reparlera lors de votre retour et probablement il y aura des éléments de communication qui nous parviendront par la DRSE. Je ne manquerai pas de vous les transmettre. Merci à vous et puis bon après-midi. Ah, et j'ai oublié de préciser et de rappeler que demain, de 9h à 17h, il y a un atelier de formation Mater en 180 minutes. Cet atelier permet de se poser des questions et de réfléchir à l'échelle d'un laboratoire justement sur les trajectoires bas carbone. Et donc, voilà, il y a encore possibilité de venir. C'est sur le campus de la Gaillarde. C'est de 9h à 17h. C'est toute la journée et c'est gratuit. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir.